Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne. Nous continuons notre voyage en Pologne et aujourd'hui nous visitons Cracovie, où nous profiterons de la beauté de la deuxième ville la plus peuplée du pays. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Avec 750 000 habitants et environ 3 millions dans la zone métropolitaine, Cracovie a traditionnellement été l'un des centres économiques, scientifiques, culturels et artistiques du pays, et pendant une grande partie de l'histoire polonaise, elle a été la capitale du pays, c'est pourquoi elle reste encore le cœur de la Pologne pour de nombreux citoyens. Si tu es de ceux qui n'ont pas peur de découvrir les villes à pied, la meilleure façon de connaître Cracovie est à pied, car la plupart des lieux les plus emblématiques que tu vas visiter sont très proches du centre historique, en commençant notre visite sur la place Sainte-Marie, où se trouve la basilique Sainte-Marie, construite au XIVe siècle dans le style gothique, à l'initiative de la bourgeoisie commerçante de Cracovie, qui souhaitait avoir leur propre temple en dehors de la cathédrale de Wawel. À l'intérieur de la basilique, on remarque particulièrement un retable en bois du XIVe siècle, avec plus de 200 figures sculptées, et qui, avec ses 12 mètres de longueur, est le plus grand de toute l'Europe. Cependant, ce qui ressort le plus, c'est la hauteur inégale de ces deux tours, la tour appelée Ejnalika étant la plus haute des deux, et où l'on peut monter pour profiter d'une vue magnifique sur la place et le centre historique. Depuis cette tour la plus haute, qui a assumé les fonctions de tour de guet, un trompettiste joue chaque heure la mélodie de Ejnal Mariaki, en l'honneur d'un gardien tué par une flèche pendant le siège de la ville, alors qu'il sonnait sa trompette pour avertir les citoyens, et c'est pourquoi la mélodie s'arrête soudainement. Nous arrivons au cœur du centre historique, la place du marché, tracée en 1257 et entourée de palais colorés et de maisons au style médiéval, qui fut le théâtre, depuis le Moyen-Âge, tant d'exécutions publiques que de cérémonies royales, car elle est traversée par la voie royale, qui mène au château de Wawel, adoptant le nom du dictateur nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui donne une idée de l'importance de cette place. La place est entourée de monuments, mais au centre se distingue la Halodra, un bâtiment construit dans le style Renaissance, mais avec des touches d'éléments d'autres époques, et qui fut le centre des affaires le plus important de Cracovie pendant la période médiévale, lorsque les marchands et commerçants vendaient des produits orientaux tels que des épices ou des soies. Aujourd'hui, elle est devenue un espace typique avec des boutiques de souvenirs pour les touristes, et à l'étage supérieur, il y a une galerie d'art polonais. Comme curiosité, avant de quitter la Halodra, il faut chercher un couteau en fer suspendu à l'une des entrées, qui, selon la légende, a été utilisé par l'un des frères qui ont construit les tours de la basilique Sainte-Marie pour assassiner l'autre, après une dispute sur qui construirait la tour la plus haute. Nous sortons de la Halodra pour retourner sur la place, où se trouve également la tour de l'ancien hôtel de ville, qui avec ses 75 mètres de hauteur est un autre des points de vue de la ville. Nous quittons la place par l'une des rues qui faisait partie de la route royale, la rue Florianska, qui reliait la place à la porte de Saint-Florian, et qui, entourée de maisons de style Renaissance avec des façades de couleur pastel, est un bon endroit pour faire une pause et déguster une bonne bière polonaise. Au bout de la rue, nous trouvons la porte de Saint-Florian, qui fut pendant des siècles l'accès principal à la ville et le point de départ du chemin royal. Construite au XVIe siècle en l'honneur de Saint-Florian, dont l'image se trouve en haut, elle faisait partie de la grande muraille qui entourait la ville médiévale et la protégeait des attaques possibles. À l'heure actuelle, parmi ces 8 portes et 39 tours, seule la porte de Saint-Florian, située à environ 200 mètres des remparts, et 2 tours, celle des charpentiers et celle des ébénistes, sont conservées.
En franchissant la porte de Saint-Florian, nous trouvons la Barbacane, une construction médiévale de forme circulaire, édifiée pour repousser les violentes invasions ottomanes de la ville. En revenant à l'intérieur de l'enceinte fortifiée, de part et d'autre de la porte de Saint-Florian, nous trouvons plusieurs stands d'art de rue, où exposent leurs œuvres les élèves de l'école d'art et les artistes locaux, donnant un cadre très coloré à la muraille et à la petite place. Et profitant du fait qu'il est déjà l'heure de manger, nous avons dégusté l'un des plats les plus typiques de la gastronomie polonaise, les pierogi, une pâte farcie en forme de ravioli, avec différents types de garnitures qui la rendent délicieuse. Après avoir repris des forces, rien de mieux qu'une promenade, et nous nous dirigeons à pied vers un endroit moins connu à visiter à Cracovie. À l'angle de la rue Pomorska, précisément au numéro 2 de cette rue, le 13 septembre 1939, elle fut occupée par les forces de la police allemande, et jusqu'au 17 janvier 1945, elle fut le siège de la police de sécurité et du service de sécurité du district de Cracovie, dont l'une des divisions sera la célèbre Gestapo, qui fut le principal outil de terreur d'occupation pour la population polonaise et juive. Le petit mais intéressant musée se compose de deux parties, une exposition de photos, d'objets, de mobilier et de documents en rapport avec l'occupation nazie et la soumission ultérieure de la Pologne aux soviétiques, et le sous-sol reconverti en cellules qui servaient de centre de détention, où les agents de la Gestapo soumettaient les prisonniers à des tortures physiques et mentales, brutales et sadiques, qui provoquaient souvent la mort de ces personnes. Sur les murs de 3 pièces utilisés comme cellules, on trouve plusieurs inscriptions de 1943 à 1945, réalisées par les personnes arrêtées et interrogées ici. Et dans ce lieu de terreur, nous terminons notre première journée de visite à Cracovie. Deuxième jour de visite à Cracovie, où nous en profitons pour nous promener le long de la rivière Vistule, puis monter sur la colline de Wawel, située à l'une des extrémités du centre historique, où se trouve l'imposant château de Wawel. Nous avons traversé la porte Bernardinska et sommes entrés dans la cour impressionnante du château, où nous avons trouvé à la fois le château lui-même, ainsi que la cathédrale et le musée cathédrale Jean-Paul II. Pour la visite, il est possible d'acheter différents types de billets selon ce que l'on souhaite visiter, le château étant divisé en deux parties pour la visite, avec des billets différents pour chacune, ainsi que des billets distincts pour visiter les souterrains du château, le trésor de la couronne, la tour Sandomierska, la grotte du dragon ou la cathédrale. Il vous faudra donc planifier la visite de ce site en fonction du budget dont vous disposez. Le château était à l'origine un petit bâtiment en pierre, qui, sous le règne de Casimir le Grand, s'est transformé en un complexe gothique de grande dimension, ayant subi un grand incendie en 1499, et reconstruit par l'architecte italien Francesco Florentino, qui lui a donné un air plus Renaissance, avec les galeries portiques visibles dans la cour intérieure. Le château fut la première résidence des rois de Pologne, cessant d'être utilisé lorsque la capitale fut transférée à Varsovie, servant alors à accueillir des mariages, des couronnements et d'autres types de célébrations d'État, jusqu'à ce qu'il soit occupé par les troupes autrichiennes, puis par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, étant reconstruit et restauré à la fin du XXe siècle. Pendant la visite, vous apprécierez plusieurs salles, comme les appartements royaux, décorés avec de magnifiques tapisseries flamandes, la salle des députés, où se distingue le plafond en bois sculpté représentant des visages humains, les salons d'État, ou le salon du Sénat, qui est le plus grand de tous les salons du château, une grande collection de pièces en porcelaine, y compris des pièces orientales, ou une exposition de tentes turques ottomanes.
terminer notre visite du château, nous nous rendons au quartier de Casimier, l'ancien quartier juif, un quartier du XIVe siècle qui est resté abandonné après l'occupation allemande, en raison du transfert de la population juive vers le ghetto, et ce n'est qu'avec le tournage du film La liste de Schindler qu'il a reçu l'impulsion définitive pour achever sa restauration et sa réhabilitation, permettant de visiter dans le quartier plusieurs lieux de tournage du film. Actuellement, le quartier est l'une des zones les plus populaires de Cracovie, tant pour y vivre que pour y dîner ou sortir, surtout parmi les étudiants, qui se mêlent aux touristes dans des endroits comme la Place Nouvelle, où plusieurs stands de rue permettent de déguster la typique zapiekanka, une demi-baguette garnie de champignons, de jambon, de fromage et de tout ce que vous pouvez imaginer. En traversant les rues, attention aux petites voitures électriques qui transportent les touristes, il y en a des centaines dans le quartier, et il semble qu'elles aient leurs propres règles de circulation. Dans ce quartier, parfois à tort considéré comme le ghetto juif, se trouvent plusieurs musées hébreux et cette synagogue, comme la vieille synagogue, construite par les juifs tchèques qui sont arrivés dans la ville au XVe siècle, pillée par les troupes allemandes, puis reconstruite. Cette synagogue se trouve à côté de l'un des lieux les plus célèbres du quartier, la rue Seroka, un autre des décors du film La liste de Schindler, et où nous pouvons trouver la synagogue de Remu, dont l'attraction principale est son petit cimetière juif, le monument aux martyrs, le monument à Jean Karski, l'une des premières personnes à révéler le secret des camps d'extermination, ou la maison Landau, une maison du XIXe siècle, qui abrite actuellement un restaurant et une librairie juive. Après la visite du quartier juif, nous nous apprêtons à traverser la rivière Vistule pour nous diriger vers l'ancien ghetto et visiter l'un des lieux les plus célèbres de Cracovie, l'usine d'Oskar Schindler, qui sera le dernier endroit que nous visiterons à Cracovie. Pour cela, nous traversons le pont du Père Bernatec, un joli pont piétonnier, caractérisé par les 9 sculptures acrobatiques défiant la gravité, qui se balancent lorsque de fortes rafales de vent soufflent. En ce qui concerne l'usine d'Oskar Schindler, il est préférable de réserver à l'avance, car il y a toujours une longue file de touristes attendant pour la visiter. Lors de la visite de l'usine, vous découvrirez à travers des documents, des images et des sons, l'histoire tragique de Cracovie et de toute la Pologne pendant l'occupation nazie, et comment cet entrepreneur opportuniste, affilié au parti nazi, a protégé plus de 1000 juifs et a évité qu'ils ne meurent dans les camps de concentration. Il a acquis une usine de casseroles, comme la main-d'œuvre allemande était plus chère, il sélectionna pour cela des ouvriers juifs et apparemment, voyant la manière atroce dont les nazis traitaient les juifs, il a décidé de leur offrir refuge dans l'usine, évitant ainsi leur mort presque certaine dans les camps de concentration. Bien qu'il y ait des opinions divergentes à ce sujet, selon lesquelles cet entrepreneur a vu l'opportunité de s'enrichir avec de la main-d'œuvre bon marché, et quand il a vu que la fin de la guerre approchait, et que les Allemands allaient perdre la guerre, il a sauvé tous les Juifs qu'il a pu, dans l'intention de laver son nom et de se sauver lui-même. Comme nous le disons, ce sont des opinions opposées, mais ce qui est indéniable, c'est que grâce au travail dans cette usine, plus de 1000 Juifs ont évité une mort presque certaine.